Nous avons décidé de déroger à la règle de ne nous exprimer principalement qu'au palais, parce que il y a Monsieur le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau qui, peu après un jugement de condamnation privative de liberté et confiscatoire des biens de notre client, Monsieur Noël Akossi Benjo, a cru devoir tenir une conférence de presse contre notre client. Du moment donc où, après ces réquisitions à l'audience publique, censée éclairer l'opinion sur ce qui est reproché à notre client, Monsieur le procureur de la République a cru devoir revenir sur les faits, la procédure, la suite de la décision qui a été rendue. À partir de ce moment, notre silence en tant qu'avocat sur le sort qui est fait à ce citoyen, ainsi mis au banc de l'opinion de notre communauté nationale et internationale, serait une faute professionnelle et morale de notre part. C'est pour cela que nous sommes devant vous ce matin, vous les journalistes, parce que vous êtes le relais entre la source d'information et les destinataires de cette information-là, que sont, n'est-ce pas, vos lecteurs et de façon générale, les citoyens. Et nous allons axer notre exposé liminaire sur les faits et nous énoncerons selon notre point de vue de juriste et surtout d'avocat ce que nous considérons comme des manquements dans la conduite d'un procès équitable en ce qui concerne notre client. Comme vous le savez, en tant que journaliste, depuis près d'un an, très exactement depuis le mois d'août de l'année 2018, M. Benjo est de façon acharnée et inexorable l'objet d'une suite d'actions attentatoires à ses droits basiques, droits pourtant consacrés par la Constitution et les lois de la République de Côte d'Ivoire. Tout a commencé le 2 août 2018, souvenez-vous. Alors que notre client était en mission en Europe, en sa qualité de secrétaire général chargé de l'organisation et de la mobilisation du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, après avoir été consacré au Maroc meilleur gestionnaire de commune en sa qualité de maire de la commune du Plateau, et avoir exercé ce mandat-là depuis l'an 2000, notre client a pris, par voie de presse, sa révocation de ses fonctions de maire, décidée en Conseil des ministres tenu le 1er août 2018. Tout commence là. Nous voudrions rappeler, pour ceux qui ont oublié, que selon le communiqué à l'issue de ce Conseil des ministres, destiné donc et à vous et surtout à l'opinion publique, il a été dit que cette révocation résulte de ceci, et ce n'est pas ma voix, je ne fais que reprendre ce qui a été dit. Il a été dit que la révocation de notre client résultait de graves déviations dans la gestion relevant du maniement des fonds communaux, suivez bien, du faux en écriture publique et de détournement de fonds portant sur plusieurs milliards. Cela vous rappelle certainement la semaine dernière. C'est exactement ce qui a été dit par le juge la semaine dernière. En d'autres termes, en filigrane, puisque vous êtes les sondeurs de ce qui est dit, mais surtout de ce qui n'est pas dit. C'est dit dans ce communiqué. Alors, nous commençons par ce communiqué. Pour nous, avocats, deux choses étaient importantes dans ce communiqué.
c'est d'abord que le gouvernement a conclu que notre client s'était rendu coupable de faux à l'écriture publique et de détournement de fonds portant sur plusieurs milliards. Qualification qui relève de la compétence des juges, exclusivement. La deuxième chose que nous avons retenue dans ce communiqué, c'est qu'il était révoqué. Alors, nous, je crois que peut-être chacun de vous ne m'a jamais vu en conférence de presse quelque part. Non que je n'ai pas de respect pour vous, parce que comme je vous ai dit à l'entame, ma place normale, c'est au tribunal. Qu'est-ce que nous avons fait? Quand nous avons eu la preuve de cette révocation, nous avons saisi les organes compétents en pareil cas. Nous n'avons pas porté ça devant l'opinion publique. Nous l'avons porté devant ceux qui sont censés revenir sur une décision de révocation qui s'est faite sans le respect des droits de la personne mise en cause, que ce soit dans un cadre administratif ou disciplinaire, à savoir la défense de ses droits. Même dans une entreprise, même dans une famille, le pater familias, le chef de famille, explique aux membres de la famille ce qu'il veut faire après avoir constaté ce que la personne a eu à faire, qui doit s'en expliquer avant. Donc, que ce soit dans une entreprise ou dans un état de droit, toute sanction est précédée d'une procédure contradictoire d'explication. Vous avez entendu qu'il s'agirait, n'est-ce pas, d'une enquête qui aurait été menée conjointement par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et le ministère de la Défense pour qu'on arrive à dire que ce maire, qui venait tantôt d'être reconnu comme étant le meilleur maire, n'est-ce pas, gestionnaire de commune, serait maintenant un vulgaire détourneur de fonds. Nous avons donc fait ce qu'il faut faire en pareil cas. Qu'est-ce qu'il faut faire en pareil cas? Il y a d'abord le recours devant l'autorité qui a décidé. Ça s'appelle un recours, n'est-ce pas, gracieux. Nous avons demandé au ministre de l'Intérieur, au monsieur le Président de la République, de rapporter cette décision-là, parce qu'elle était irrégulière. Après avoir laissé passer le temps, qui est de 2 mois lorsqu'on fait un recours, nous avons saisi l'organe juridictionnel, qui à l'époque était la Chambre administrative de la Cour suprême, qui est maintenant le Conseil d'État, pour que cet organe, saisi en recours pour excès de pouvoir, statue sur la régularité ou non de cette procédure-là. C'est ce que nous attendions. Mais vraiment sereinement, parce que pour nous, il n'y a pas de doute, et je crois que vous-même, vous le voyez qu'il n'y a pas de doute, comme expliqué, que la procédure disciplinaire ou administrative n'a pas été respectée. Nous attendions ça lorsque nous avons appris, par vous, la presse, que le 2 juillet 2019, notre client a été jugé et condamné. On ne va pas rappeler, mais il est bon quand même de le dire. 20 années d'emprisonnement ferme, 10 milliards de francs d'amende, confiscation de ses biens, confiscation de son passeport, interdiction d'exercice de fonction publique dans ce pays, avec décernement d'un mandat d'arrêt. C'est vous et les réseaux sociaux qui ont révélé les détails de la tenue de cette affaire à l'audience. Ni moi-même, ni mes confrères, comme vous l'avez pu observer,
n'étions présents là. Mais nous nous en expliquerons à l'occasion de vos questions là-dessus. Nous avons lu que ce jugement avait été rendu en quelques minutes. Mais fut-il rendu en quelques jours? Des questions se posent également là sur la régularité et l'objectif de cette décision également. Donc vous voyez que nous parlons de deux décisions. Une décision de révocation et une décision de condamnation infamante. Alors, qu'est-ce que cela nous a suscité pour que nous venions devant vous? Comme je vous l'ai dit, il est bon que vous le reteniez. Nous sommes devant vous, en quelque sorte, par une sorte de droit de réponse que la loi nous autorise à faire, lorsque notre contradicteur naturel au prétoire sort du prétoire. Nous sortons également du prétoire avec le respect d'une seule chose, le droit. C'est la seule chose qui nous guide dans ce travail que nous faisons devant vous ce matin. Le respect du droit. Or, de notre entendement du droit, il y a eu des manquements dans cette affaire. Les manquements dans les conditions de révocation déjà du maire Noël Akossi Benjo. Il vous souvient, et vous en avez tous la conviction, j'espère, que notre pays se revendique d'être un État de droit. Un État de droit, c'est l'État dans lequel il y a des règles qui sont figées dans un texte fondamental que l'on appelle la Constitution et qui sont déployées dans des textes, disons, qui sont moins fondamentaux, qui sont les lois, mais qui dépendent de la Constitution. Alors, dans notre Constitution, lorsqu'un justiciable est soupçonné d'une infraction, il doit être mis en position équitable de s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Or, avant sa révocation, je vous ai dit qu'il était parti au Maroc tout normalement et qu'il était en mission en Europe tout normalement. Il n'a jamais eu connaissance ni d'une enquête ouverte sur sa gestion de la commune d'Abidjan Plateau, ni sur une éventuelle visite, n'est-ce pas, d'enquêteurs ou d'investigateurs ou d'inspecteurs à ce niveau-là, ni de la mise à disposition des éléments qui lui permettraient d'apporter sa part, n'est-ce pas, d'explication, si tant est qu'il lui en donné. Or, cela n'a pas été respecté. Donc, il y a violation de la Constitution et des règles fondamentales, simplement de respect du contradictoire et du droit de la défense qui est reconnu à tout le monde dans notre Constitution. Sur les conditions de la tenue de l'audience du 2 juillet. Alors, voyez-vous, ni nous, c'est important de le relever, ni nous, ni notre client n'avons été formellement informés de ce qu'il y avait une audience correctionnelle le concernant dans cette journée du 2 juillet 2019. Il nous revient effectivement qu'il y a eu une dépêche du site d'information kwasi.com. Mais vous conviendrez avec nous que même si l'un d'entre nous avait lu cette dépêche-là, ce n'est pas en vertu de cette dépêche qu'il va aller au tribunal. Nous avons deux actes qui nous font aller assister quelqu'un au tribunal. En matière civile, c'est une assignation de notre client qui nous apporte son assignation, on l'assiste.
où le client a habituellement son domicile juridique chez nous. Ça s'appelle élection de domicile. Nous recevons l'assignation et nous nous présentons en le représentant, c'est-à-dire en son absence même, en le représentant. Nous sommes en matière civile. En matière pénale, comme en l'espèce, un justiciable, je ne parle même pas du citoyen, je ne parle même pas du national, un justiciable, c'est-à-dire quiconque vit dans notre pays, s'il doit répondre devant la justice, il est formellement convoqué. Le formellement convoqué exclut bien entendu Kwasi.com. Ça c'est clair. Le formellement convoqué veut dire une citation directe du procureur de la République ou bien de quelqu'un qui dirait qu'il lui a porté un tort, ça s'appelle la citation directe par la partie civile. Un avis d'audience par le procureur de la République, cela aussi est possible, ou même par un officier de police judiciaire, cela est possible. Une citation sur renvoi en police correctionnelle quand il y a eu une instruction. Nous avons appris lors de la conférence de presse que ce serait un renvoi après instruction. Messieurs, vous avez l'habitude de ces problèmes-là. Mais je vais vous expliquer quelque chose. On est renvoyé devant la police correctionnelle, c'est-à-dire, comme ça s'est passé le 2 de ce que nous avons su, qu'après une instruction dans un cabinet qui s'appelle le cabinet d'instruction. Et ce cabinet d'instruction aussi est saisi de façon claire par un formalisme. Soit quelqu'un a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre quelqu'un. Et en ce moment-là, le juge d'instruction envoie à la personne concernée une convocation à une audition. Et notre loi dit que la personne se présente là, assistée de son avocat, ou qu'en l'absence d'un avocat, le juge d'instruction lui demande, lui dit qu'il a le droit d'avoir un avocat, et s'il sollicite le renvoi, on renvoie pour qu'il vienne avec son avocat. Premier cas, notre client, à notre connaissance, et à sa connaissance, il n'y a pas eu ça. Deuxième possibilité, il y a le procureur de la République qui prend l'initiative de la poursuite, le déclenchement de l'action publique par le procureur de la République. C'est tout à fait son rôle. Il est obligé, je dis bien qu'il est obligé, de porter la convocation au domicile connu de mise en cause. À ma connaissance, notre client n'est pas un domicile sans fixe. À ma connaissance. Donc, c'est à ce domicile-là que l'on doit porter la convocation. Si on vient à ce domicile, on ne trouve personne. Personne n'accepte de recevoir. Parce que celui qui vient à ce domicile-là, en pareil cas, s'appelle un huissier de justice. L'huissier de justice va dresser que lui, il est venu au domicile qui est indiqué, où il n'a trouvé personne, où personne n'a accepté de recevoir l'acte. C'est seulement en ce moment-là, et rien qu'en ce moment-là, que le procureur de la République peut passer outre, en ce moment-là, la présence de cette personne, au besoin en lançant un mandat, n'est-ce pas? C'est bien de cela qu'on parle. En ce moment-là, ce serait un mandat d'amener. Ça veut dire, où qu'il soit, faites en sorte qu'il vienne devant le juge d'instruction. Pas qu'il aille en prison. Faites en sorte qu'il vienne devant le juge d'instruction. Parce que la règle demeure. Messieurs, je voudrais qu'au besoin, vous mettez ça en chapeau. Dans notre pays, la règle de base, c'est la présomption d'innocence. Tant qu'il n'y a pas eu un jugement définitif de condamnation contre quelqu'un, il est présumé innocent.
Nous n'avons pas connaissance. M. Benjo n'a pas connaissance de ce que soit un officier de police judiciaire, soit un huissier de justice, soit venu à son domicile connu et reconnu pour lui notifier un mandement, en tout cas une forme quelconque de convocation devant le juge d'instruction. Alors, la question que vous devriez vous poser, pas nous poser, mais vous posez-vous, comment se fait-il donc qu'il y ait eu une instruction au terme de laquelle M. Benjo a été renvoyé devant le tribunal, puisque le tribunal n'a pas été saisi par une citation de quelqu'un. Ça vient d'un cabinet d'instruction. Comment ça se fait donc? Je dis bien, vous savez, l'avocat n'est pas magicien. Nous ne savons pas comment ça s'est passé. Notre client ne sait pas comment ça s'est passé. Notre client ne savait pas qu'il devait comparaître le 2 juillet devant le tribunal correctionnel. Il y a certains d'entre vous dont je reconnais le visage, j'oublie le nom, qui viennent aux audiences, qui savent qu'une affaire correctionnelle banale, mais je dis banale, comme ça arrive, coups et blessures, voie de fait, qui ne veut rien dire, enfin, voie de fait, tu as insulté quelqu'un, dit ça, c'est une voie de fait, c'est renvoyé. Toute première audience est, je dis bien, habituellement renvoyée. Je ne dis pas obligatoirement, mais habituellement renvoyée. Les procédures qui viennent d'information, ça veut dire du cabinet d'instruction, comme je viens de vous le dire, c'est renvoyé. Vous savez pourquoi on dit renvoi pour vérification que le mis en cause a été effectivement en mesure de recevoir l'acte qu'il amène devant nous. Ça, c'est le b.a.-ba. Il semblerait que ça n'ait pas été fait, parce que moi, je n'étais pas là-bas. Il semblerait qu'à cette audience-là, l'affaire étant la première affaire d'information, a été instruite à charge exclusive, bien sûr, en moins d'1 heure. Attendez, on poursuit quand même le maire ou l'ancien maire de la plus grande commune de cette République. On le poursuit en son absence. On le poursuit pour des faits gravissimes, infamants, qui le mettent au banc de la société, qui le mettent au banc de sa propre personne. Parce que mon âge me permet de vous dire que moi je connais des gens qui ont eu le cancer parce qu'ils ont été mis en cause, parce qu'on a attenté à leur honneur en le mettant en cause pour des faits. Vous connaissez ces faits-là qu'on a reproché à M. Benjo. C'est faux et usage de faux, détournement de deniers publics, détournement à hauteur de 5 milliards et quelques. D'ailleurs, nous nous posons la question, bon, comment on a déterminé le blanchiment d'argent. Et ça a été traité en moins d'1 heure d'instruction. De ce qui nous revient, l'instruction consistant à interroger une personne qui aurait été maire intérimaire, qui a la question de savoir comment ils ont pu constater qu'il y avait effectivement des détournements. Vous avez fait un calcul arithmétique que nous faisions en CE1 de probabilité. Si on considère que on devrait, en état de droit,
dans une vraie audience. La décision s'appelle relax pour insuffisance de preuves. Et je suis généreux, parce que normalement, dans ce cas-là, c'est pour faute de preuve. Parce que la preuve, dans notre droit, ne s'administre pas par des déclarations, mais par des pièces justificatives. La preuve d'une culpabilité ou même d'une simple responsabilité en matière civile, ce n'est pas par déclaration, ce n'est pas par supposition, c'est par des preuves matérielles. Je soupçonne que vous allez nous demander, mais s'il avait été là peut-être. Non, la loi ne fait pas la différence entre ma présence et mon absence. Le juge doit être même plus précautionneux lorsque je suis absent. Parce que la Constitution protège tout justiciable, toute personne. La Constitution ne protège pas parce qu'on est présent ou qu'on est absent. Non, parce qu'on est mis en cause. Et puisqu'on se rend compte que cette personne n'a pas été à mesure, que ce soit volontairement ou involontairement, nous y reviendrons certainement. Le juge, en ce moment, devient plus exigeant dans l'administration de la preuve. Parce qu'il y a quelque chose qui manque en pareil cas. C'est le débat contradictoire. Donc c'est le juge qui sera le garant de l'équilibre. C'est pour cela que vous verrez derrière les juges la balance. Il est garant de cette balance-là, qui est l'équilibre entre celui qui accuse et celui qui est accusé, qui est présumé innocent. Voilà pourquoi nous avons estimé que les conditions de respect, de garantie des droits élémentaires de notre client n'ayant pas été respectées, il y avait manquement à ce droit fondamental-là. Nous nous serions tus, hein? Nous aurions attendu d'user des voies de droit. Nous parlons aujourd'hui parce que celui avec qui nous sommes en débat contradictoire normal, le procureur de la République, après avoir pris ses avantages à l'audience, a considéré qu'il lui fallait en rajouter devant l'opinion publique, au nom de qui le jugement est censé avoir été rendu, puisque c'est public. Donc nous avons conclu donc que aussi bien dans le cas de la révocation, la procédure a été irrégulière, que dans le cas du procès, la procédure a été injuste et inéquitable. C'est cet état de fait que nous avons tenu à dénoncer. Nous avons tenu à le dénoncer. Nous ne sommes ni pour ni contre qui que ce soit. En revanche, nous sommes fondamentalement pour quelque chose. C'est le respect des règles essentielles de protection et de garantie des libertés de chaque individu, de l'honneur de chaque individu, de la place de chaque individu dans notre société. Posez-vous la question, si j'avais été à la place de M. Benjo, aurais-je trouvé cela normal? Que chacun de nous se pose cette question, quel que soit son poste. Je parle en ce moment-là de l'humble paysan jusqu'au souverain. On se pose la question. Si j'avais été à sa place, parce que j'aurais pu être à sa place. Parce qu'il n'est même pas exclu qu'un jour je sois à cette place-là.
Il faut d'abord, donc, en pareil cas, alerter. Alerter. Alerter et l'opinion et le pouvoir public. Parce que notre Constitution dit aussi que le chef de l'exécutif, dans notre Constitution, il s'appelle le président de la République, est le garant du respect des droits fondamentaux. Et dès qu'il le fera, dès qu'il fera ça, il assurera chaque citoyen de la confiance en notre justice. Parce que notre objet, nous, avocats, ce n'est pas de gagner. Ce n'est pas de gagner un procès, même si c'est ce que nous cherchons. C'est être convaincu en sortant d'une audience. C'est être convaincu en étant aux côtés de quelqu'un que le droit, mais le droit a été dit. Une fois que cela est assuré dans un État, alors nous sommes effectivement dans un État de droit. Et c'est pour tout cela, messieurs, que nous avons souhaité échanger avec vous en espérant que cela va susciter des interrogations sur ce qui est notre présence ici. Le constat par nous de manquements, peut-être par erreur. N'est-ce pas, vous savez, vous connaissez l'adage, l'erreur est humaine. Des manquements, en espérant que ces manquements seront réparés et à l'égard de notre client et de façon pérenne à l'égard de tout le monde. Je vous remercie.